Alors Nathalie Dagneau, bonjour et d'abord merci d'avoir accepté cette interview Bonjour. pour cette capsule vidéo qui s'appelle Le temps d'un café. Mais avant toute chose, comme nous sommes en pleine crise sanitaire et que nous devons respecter des distanciations sociales, je vous demandais de bien tenir ceci et de me lire la valeur à haute voix que vous lisez sur cette partie-ci. 175. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer l'émission. Oui. Voilà, vous avez du gel hydroalcoolique à votre Ouais. disposition sur le côté. Voilà. Alors Nathalie Dagneau, vous êtes infirmière dans une maison de repos. Oui. Est-ce qu'on peut vous demander quel est votre quotidien au travail? Ben, mon quotidien, en fait, est un peu différent chaque jour. J'ai pas un quotidien bien établi. Mon quotidien, bon, quand j'arrive le matin, je peux pas me dire je vais faire telle et telle tâche. Ça dépend en fait de ce qui s'est passé la veille au soir, de ce qui s'est passé la nuit et de ce qui s'est passé juste avant que j'arrive. Mais avant tout, voilà, je m'occupe essentiellement du bien-être de nos résidents, de voir l'évolution de leur état de santé. Un quotidien qui aussi est impacté donc par forcément cette crise de Covid et qui voilà, on doit gérer des situations de crise, on doit gérer des situations familiales, des situations auprès de nos émotionnels, auprès de nos résidents, auprès de notre personnel et auprès des familles aussi. Donc gérer aussi tout ce qui est les équipements, donc les EPI, les équipements de protection. Voilà, enfin, c'est un quotidien qui est énorme et qui varie chaque jour en fait, selon la situation de la journée. Et de combien de résidents vous vous occupez lors de vos prestations? 120 résidents, on est une maison de repos de 120 résidents au départ. Oui. Et pour combien d'infirmières? On est une dizaine d'infirmières. D'accord. Et on peut dire d'entrée de jeu, pour pas qu'il y ait de polémique, que vous êtes largement dans les normes. Et donc vous êtes une dizaine On est d'infirmières. dans les normes, on est dans Ouais. les normes. Voilà. Et donc votre travail entraîne également donc, une certaine promiscuité avec vos résidents. Ouais. Est-ce que vous avez peur d'être infecté? Moi-même, non, mais j'ai surtout peur d'infecter les autres. Ouais. D'infecter, voilà, si je suis positive, j'ai quand même peur d'infecter mes résidents, j'ai quand même peur d'infecter mes collègues et aussi ma propre famille. Et comment vit-on avec ça au quotidien, cette peur permanente d'infecter les autres? Ben, en fait, il y a un moment donné où voilà, on ne vit plus parce qu'en fait, voilà, on peut être positif asymptomatique et être positif en présentant les symptômes et voir des décès. Donc, c'est quand même une peur, voilà, qui est présente. Et aujourd'hui, on peut vous demander comment vous vous sentez physiquement par rapport à la charge de travail? Épuisé. Épuisé physiquement et surtout émotionnellement. Justement, psychologiquement, vous pouvez nous raconter ce qui est le plus difficile pour vous? Le plus difficile, bien voilà, c'est auprès de nos résidents, bon ben, on a eu des résidents qui sont tombés malades et qui se sont dégradés à une vitesse incroyable. Ça a été très 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 vite pour certains résidents. Pour certains, ça a été en quelques heures. Et en fait, chez certains résidents, on s'y attendait vraiment pas. Donc la veille, ils allaient bien. Et puis le lendemain, en quelques heures, ils se dégradent. Et alors, bon, il y a un sentiment d'impuissance qui est là. Et c'est la détresse, en fait, dans les yeux des résidents qui te regardent et pour qui nous, on est tout, en fait. Et ils te regardent, ils te disent, voilà, qu'est-ce qu'on fait comment être soigné, etc. Et t'as quand même un sentiment d'impuissance, quoi, en fait. Et puis, bon, en sachant que certains vont décéder, c'est terrible à vivre. Oui, donc voilà, on peut aisément comprendre que il suffit pas de franchir la porte de la maison de repos pour croire que tout est derrière nous, et donc il faut aussi rentrer chez soi avec tout ça, et on comprend bien hein, que forcément c'est très compliqué, mais est-ce qu'il y a une prise en charge d'un soutien psychologique lorsque vous êtes justement constamment confronté à la mort quelque part, et par rapport à des gens auxquels vous vous attachez, là, vous êtes confronté à la peur, vous l'avez dit, d'être infecté, donc
c'est une charge psychologique très très lourde. Est-ce qu'il y a un soutien qui est prévu par rapport à ça? Mais nos supérieurs nous ont procuré des numéros de téléphone pour avoir un soutien psychologique. Mais je dois avouer que en fait, pendant la journée, pendant qu'on travaille, on n'a pas forcément le temps de téléphoner et de voilà. Et quand on rentre chez soi, on a notre vie familiale aussi. Donc on n'a pas forcément non plus forcément l'envie de revivre une journée intense et de téléphoner pendant peut-être une heure avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément pour expliquer nos soucis en fait. Donc c'est assez difficile. Et donc selon vous, que faudrait-il changer pour que le soutien psychologique mis en place soit efficace? Mais en fait pour moi, ce serait bien qu'on ait un soutien psychologique, mais en groupe, bien sûr, en respectant les gestes barrières, tout à fait. Mais voilà, en groupe pour qu'on puisse tout le monde en parler ensemble en fait. Parce que nous vivons tous des situations qui nous impactent différemment. Et je pense qu'en groupe, ce serait beaucoup mieux en fait. Et justement, vous parliez juste avant que lorsque la journée elle est faite, qu'on rentre chez soi, on n'a pas envie de passer une heure au téléphone à rappeler, et ainsi de suite. Oui. Et donc, sans être indiscret, bien sûr, comment se passe le retour à la maison? On parvient à faire le vide, on fait semblant, on en parle, ou un petit peu des deux? En fait, on n'a pas vraiment de vide parce qu'en fait, en étant infirmier responsable, il y a des jours où on est de garde. Donc en fait, on peut nous téléphoner à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Donc voilà, je termine ma journée, parfois je suis à peine rentrée, que le téléphone sonne déjà de la part du personnel soignant me disant voilà, il y a un résident qui va pas bien, ou il se passe ceci, ou il se passe cela. Et il m'est arrivé qu'on me téléphone en pleine nuit aussi pour avoir une aide, quoi. Donc en fait, on n'en sort jamais en fait. On n'en sort jamais. Et malgré la douleur que représente de voir des gens souffrir de ce virus, malgré la difficulté de ce contexte psychologique que vous nous avez décrit, est-ce qu'il y a quand même des moments de joie ou des moments positifs dans votre travail? Et si oui, quels sont-ils? Au moment intense de la crise que nous avons subie, franchement, moi personnellement, j'ai pas eu de moment de joie. Parce que voilà, j'avais des résidents qui étaient vraiment pas bien. J'étais confrontée à des situations vraiment quand même émotionnellement vraiment très tristes. Donc j'ai pas eu de moment de joie à ce moment-là. Maintenant que ça s'apaise un peu, on a ces moments de joie en voyant certains résidents qui n'ont pas été bien et qui maintenant vont un peu mieux. Donc en fait, les voir beaucoup mieux, là ça nous procure de la joie. Pouvant plaisanter avec eux, ça nous procure de la joie. Et voilà. Mais je vais dire au moment intense de la crise, personnellement, je parle en mon nom, en tout cas, je n'ai pas eu de moment de joie du tout. Et que pensez-vous du fait qu'aujourd'hui, on ne vous applaudisse plus à 20h? Ah, ça c'est la grande question. En fait, moi, voilà, les applaudissements pour moi, c'était surtout un besoin d'aide en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est une mode en fait qu'on lance. Aujourd'hui, on applaudit les infirmières, demain on applaudit les policiers. Maintenant, parfois les infirmières sont discriminées parce que voilà, il se passe ceci ou cela. Parfois c'est les policiers, ils sont discriminés, parfois ceci, cela. C'est un effet de mode pour moi. Moi, la réalité du terrain, c'est pas un applaudissement à 20h en fait. La réalité du terrain, c'est reconnaître notre travail, reconnaître nos souffrances, reconnaître aussi la souffrance de nos résidents aussi, enfin de nos patients. Et c'est pas en nous applaudissant à 20h que les choses vont changer. D'accord. Et alors, quel message avez-vous à faire passer aux sceptiques qui sont persuadés que le virus n'existe pas, ou encore à celles et ceux qui n'en doutent pas, mais qui sont convaincus que les mesures sanitaires, dont notamment le port du masque, sont inutiles? Mais je voudrais simplement leur dire de venir peut-être travailler une journée, ne fût-ce qu'avec nous, de plonger leur regard dans le regard d'une personne qui va décéder de ce Covid. Et c'est un regard de détresse. Et aussi de se mettre aussi à la place des familles endeuillées qui ne verront pas leurs proches. Parce qu'en fait, voilà, quand le décès se produit, leur proche est tout de suite enfermé dans un cercueil. Et il n'y a pas tout ce système de deuil qui se fait. Donc voilà, je dirais à ces gens-là, venez vivre avec nous une journée. Simplement une journée et voir ce qu'il en est. Et à savoir que c'est un virus qui est vraiment vicieux
et qu'il atteint les jeunes, les moins jeunes, et il peut atteindre tout le monde. Et certains, oui, vont s'en sortir, vont rester asymptomatiques, vont bien s'en sortir, et d'autres non. Et à savoir que voilà, on peut être positif, asymptomatique, mais contaminer d'autres personnes. Ces autres personnes vont contaminer d'autres personnes, ainsi sans suite, quoi. Mais que d'autres personnes vont mourir de ça. Parce que moi, peut-être je suis positif, je réagis très bien. La personne que je vais contaminer ne va pas réagir bien et va décéder. Donc à un moment donné, il faut arrêter de penser à son petit nombril, à son petit confort. Oui, c'est contraignant de porter un masque, mais voilà, c'est une protection avant tout pour nous et surtout pour les autres. Et je pense que maintenant, on vit dans un monde où on pense beaucoup à nous et il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres et aux conséquences de nos actes. Ok, merci. Alors la toute dernière question, lorsque tout ça sera terminé et derrière nous définitivement, quelle sera la première chose que vous ferez? La première chose que je ferai, ben voilà, c'est de rendre visite à ma maman. Parce que voilà, travaillant sans arrêt avec des cas positifs et ma maman étant âgée, je fais très attention vis-à-vis d'elle parce que je sais que voilà, elle peut contracter le virus. Me réunir avec ma famille, avec ma belle famille aussi, et vivre sereinement surtout. Vivre sereinement, pouvoir sortir voilà, en se disant voilà, on est enfin libéré de ce virus et vivre quoi, de façon sereine. Ok. Ben Nathalie, un grand merci pour cette belle rencontre, ce témoignage assez touchant. Et j'ai encore juste une toute petite chose à vous demander. C'est d'écrire un peu votre ressenti à travers ce cahier d'or par rapport à cette interview. Voilà, encore merci pour tout. Merci. Et en fait, moi, je voudrais terminer aussi en te disant un grand merci aussi de permettre de s'exprimer, de faire ressentir nos impressions. Et que voilà, c'est vrai que toutes les professions sont impactées par ce virus. Et je voulais te dire un grand merci de penser à nous tous. Ah ben voilà. Et en fait, égoïstement, ça me fait également beaucoup de bien de pouvoir m'intéresser aux autres et d'écouter leurs ressentis. Et ça me permet aussi une grosse remise en question par rapport à une question d'ego qu'on a tous tendance à avoir, un peu du moi-je, ainsi de suite. Oui, et le voilà. fait de se tourner les autres me renvoie, en tout cas à titre personnel, à beaucoup d'humilité. Ouais. Voilà. En tout cas, un grand merci.